C'était le soir du lendemain de Noël, et Cathy Briscoe, 19 ans, était chez sa sœur où elle gardait son neveu et sa nièce. Elle les adorait. Ils étaient tout pour elle. Et ça s'est arrêté là. Mais peu après 21h, quelqu'un a frappé à la porte. Il était clair que celui ou celle qui s'était présenté à la porte ce soir-là était une connaissance de Cathy. Elle n'a pas hésité à la laisser entrer chez sa sœur. Mais en ouvrant, Cathy est tombée dans la gueule du loup. Cette nuit a été le début d'une descente aux enfers. Je n'étais pas prête à affronter la réalité, c'était incompréhensible. L'enquête de police sur cette nuit d'horreur au lendemain de Noël a révélé que Cathy était tombée dans les filets d'un univers virtuel pervers. C'était un tissu de mensonges, mais en avançant dans l'enquête, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait d'un fantasme, d'une perversité sinistre. Un réseau social malsain de faux-semblants, où l'on ne pouvait se fier à personne. Boram Wood, dans le sud du Hertfordshire, a été surnommé le Hollywood anglais pour sa proximité avec les studios Elstree. C'est également dans cette ville que Joy Briscoe a élu domicile en 1994, quand elle a quitté Londres avec ses 2 filles, Sabrina, âgée de 13 ans, et Cathy, qui n'avait qu'1 an et demi. Certaines personnes ont des hauts et des bas, mais Cathy était imperturbable, toujours égale à elle-même, humble, discrète, tranquille. Cathy ne m'a jamais dit « je n'aime pas cette personne ». Elle n'a jamais critiqué qui que ce soit. Elle était drôle, joyeuse et pleine d'entrain. Cathy n'allait pas en boîte, elle n'aimait ni l'alcool ni les cigarettes, elle ne se maquillait même pas. Elle aimait étudier, aller à l'église et passer du temps en famille. Sept jours s'écoulèrent après que le Seigneur. Depuis son plus jeune âge, Cathy s'implique beaucoup dans son église. J'adorais Cathy. C'était un amour. Elle arrivait à l'église le dimanche matin avec un grand sourire. Elle s'asseyait au dernier rang avec d'autres adolescentes et la congrégation. Tout le monde l'aimait. C'était une fille adorable. En 2007, à l'âge de 15 ans, Cathy est devenue pour la première fois tante d'une petite fille. Et l'année suivante, son neveu est né. Elle adorait être avec eux. Elle les voyait tous les jours, elle voulait constamment les garder. Même quand j'étais là, elle venait m'aider. Je pense qu'elle ne voulait plus qu'on la considère comme une enfant. Elle a pris son rôle très au sérieux. En plus d'être une tante attentionnée, Cathy était créative et passionnée. Elle avait un don. Elle a toujours dessiné. Pour les anniversaires, elle disait « Je vais te faire un dessin, ce sera ma touche personnelle ». Et elle dessinait alors quelque chose qui lui faisait penser à la personne. Elle adorait le dessin depuis toujours. C'était sa manière de s'exprimer. Après avoir passé son bac en 2008, Cathy s'est inscrite au West Arts College à Watford pour faire de son talent son métier. Elle s'y consacrait pleinement, elle était très motivée. Elle a excellé à l'université. Cathy a d'abord suivi un cursus de 2 ans en art et design, puis en 2010, elle s'est lancée dans des études de graphisme et d'illustration. À l'université, elle rencontre un dénommé Tony Bushby. Tony Bushby était un jeune homme de 18 ans qui, en 2009, s'était lancé dans un BTS d'art et design spécialisé dans le graphisme. Bien qu'ils étudiaient des matières similaires, Cathy et Tony ne suivaient pas les mêmes cours. Nous pensons qu'ils devaient se connaître de vue ou qu'ils se croisaient régulièrement à l'université. Et comme c'est souvent le cas dans la société d'aujourd'hui, en plus d'être amis à l'université, ils l'étaient aussi sur le réseau social Facebook. Et c'est sur Facebook que leur relation a grandi. Au printemps 2011, via Facebook, Tony invite Cathy à sortir avec lui. Cathy, je me demandais si tu voulais aller au cinéma avec moi.
Nous pensons que Tony et Cathy ont commencé à sortir ensemble en avril 2011, quand ils sont allés au cinéma ensemble. Cathy et Tony ont continué de se fréquenter, tout en gardant le secret. On se voit demain à la fac. D'accord. Une dernière chose. C'est mieux si ça reste entre nous. Les amis de Cathy ont dit qu'elle était assez discrète sur sa relation avec Tony, et quand il lui posait des questions, elle se contentait de dire que tout allait bien. Je n'ai jamais été sûre à 100% que Cathy avait un petit ami. Le soir, parfois, on discutait entre filles et je lui demandais si elle avait un copain. Elle disait que non. D'autres fois, je lui disais « Je sais que t'as un copain ». Et elle riait. Je ne savais pas si elle se sentait mal à l'aise à l'idée d'en parler, ou si c'était juste l'adolescence. Grâce à sa relation avec Tony Bushby, Cathy s'est fait de nouveaux amis en ligne. Des connaissances de Tony lui envoient des demandes d'amitié sur Facebook. Tour à tour, entre le milieu et la fin de l'année 2011, Cathy a été contactée par 4 personnes se disant être amies avec Tony Bushby. Ces 4 amis s'appelaient Dan Tress, Sin, ou Cynthia Darwin, Shane Plone et Crystal Stangwarp. Ils l'ont tous ajouté comme amie et lui ont demandé si elle était la personne avec laquelle il sortait. Et nous savons que Tony, Cathy et ces 4 personnes ont discuté ensemble sur Facebook. Grâce à Tony, Cathy avait désormais un nouveau cercle d'amis. En réalité, elle ne les a jamais rencontrés, et elle ne savait pas grand-chose d'eux. Mais en acceptant leurs amitiés sur Internet, Cathy était loin d'imaginer dans quoi elle mettait les pieds. En juillet 2011, Cathy Briscoe, 19 ans, termine sa première année d'histoire de l'art au Westart College à Watford. Elle fréquente aussi depuis peu Tony Bushby, un étudiant âgé de 18 ans. Mais le couple garde leur relation secrète. Cathy parlait de Tony Bushby à ses amis, mais sans rentrer dans les détails, et ils en savaient donc très peu sur lui. Bien que Cathy et Tony étaient très discrets sur leur relation, nous savons que Cathy avait dit à l'une de ses amies qu'elle était amoureuse de lui. T'es toujours sur ce truc, Cathy. Cathy n'a pas parlé à sa famille de son nouveau petit ami. Tu vas bien? Je vais bien. J'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un dans sa vie, mais pour une raison que j'ignore. 5 minutes. D'accord, elle ne voulait pas en parler. À l'insu de sa famille, Cathy avait non seulement un petit copain secret, mais elle s'était liée d'amitié sur Facebook avec 4 personnes qui lui avaient présentées. La première invitation que Cathy a acceptée était la demande d'amitié d'un certain Dan Tress. T'as mis que tu sors avec Tony? Je m'appelle Dan. Il t'a pas parlé de moi? Dan Tress se présente à Cathy comme un très bon ami de Tony Bushby et lui demande s'il lui a déjà parlé de lui. D'après certaines informations publiées sur Facebook, il semblait que Dan Tress soit impliqué dans des activités criminelles, comme la consommation et la vente de drogue. Dan Tress commence à dresser le portrait d'un Tony Bushby assez différent de celui que Cathy connaît. Et l'une des amies de Tony s'est particulièrement intéressée à sa nouvelle copine. Alors, t'as quel âge? Cathy s'est liée d'amitié avec Cynthia Darwin, connue comme Sin, une jeune femme de 19 ans, originaire de Camden à Londres. Tu t'es donc trouvé une artiste, hein? Il semblait que Tony Bushby et Sin Darwin avaient été plus qu'amis dans le passé. Tout au long des messages, il est sous-entendu qu'ils sont sortis ensemble de manière sporadique. À la lumière de leurs échanges sur Facebook, Sin Darwin semblait vouloir raviver son idylle avec Tony Bushby. Non, non, Allez, s'il te plaît. non, je suis avec elle. Mais il était en couple avec Cathy, une relation qu'ils ont cachée à leur famille. Cependant, au cours de l'été 2011, la grande sœur de Cathy rencontre par hasard son petit ami secret. En descendant, j'ai vu Cathy sur le pas de la porte. Salut, Je te croyais au travail. j'ai fini plus tôt aujourd'hui. Je suis restée plantée là, et comme je ne bougeais pas, elle a dû me le présenter. Tony, je te présente ma sœur. Bonjour. Bonjour. Il est entré et s'est affalé dans mon canapé, sous ma fenêtre. Sa présence
m'a mise mal à l'aise. Je suis montée 2 minutes, et quand je suis redescendue, il était parti. Et j'ai trouvé ça vraiment étrange, très impoli, mais surtout extrêmement bizarre. Et quand Joy, la mère des filles, est tombée sur le nouveau petit ami de sa cadette, il ne lui a pas non plus fait bonne impression. Un jour, je marchais dans la rue à Bournemouth quand j'ai vu un couple avancer vers moi. Je suis myope, donc je n'ai même pas vu que c'était Cathy. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à ma hauteur et qu'elle fasse un signe de la main en me disant « Salut maman ». Le jeune homme a fait quelques pas, puis s'est arrêté. Il savait qui j'étais, et pourtant il est parti comme si de rien n'était. Quand je suis rentrée à la maison, Cathy était là, alors je lui ai demandé qui était ce garçon qui l'accompagnait. C'est juste un ami. Et elle s'est tue. Et n'a jamais répondu à aucune question. Tony Boushby n'a pas fait bonne impression, et la famille de Cathy était déterminée à en savoir plus sur ce mystérieux petit ami. J'étais préoccupée. Mes questions sont devenues plus intrusives, et ses réponses plus ténues. Le garçon avec qui t'étais, mais ça ne servait à rien. Vraiment. Pendant ce temps, Cathy continue de discuter avec ses nouveaux amis en ligne. Dan Tress, Sin Darwin, Shan Plone et Crystal Stangward. Les conversations de ce groupe d'amis sur Facebook montraient clairement qu'ils buvaient, consommaient de la drogue et menaient un style de vie festif. Tony prenait ses distances face à tout ça. Avant, t'aimais mon côté sauvage. Oui, mais on change, on grandit. Son but était d'impressionner Cathy, il ne voulait pas qu'elle pense qu'il était ce genre de personne. Cathy n'avait jamais rencontré les amis de Tony en personne, mais une en particulier, y tenait absolument. Le 9 décembre, Sin Darwin a envoyé un message à Cathy pour qu'ils se retrouvent tous les trois, Sin, Cathy et Tony. Depuis le temps que j'essaie de convaincre Tony, il a enfin accepté qu'on se rencontre. Alors on se voit quand? J'ai trop hâte. Il semble que Sin Darwin a eu une relation avec le petit ami de Cathy. Et elle semble très impatiente de rencontrer sa remplaçante. Sin, Tony et Cathy se sont donné rendez-vous le 23 décembre au soir, dans un endroit que je qualifierais de rural, isolé et boisé. Mais Sin Darwin s'est donné beaucoup de mal pour justifier son choix inhabituel de point de rencontre. Avec Tony, on y va souvent. C'est tout près de Bournemouth. Mais comme il n'y a personne dans le coin, la police dit rien, on peut faire autant de bruit qu'on veut, et vraiment s'éclater. Ça va être trop bien. Sin Darwin était-elle sincère? Ou ses intentions étaient-elles plus sombres? Sombre, boisé, isolé. C'est un endroit très inhabituel. Pour se retrouver. Le 22 décembre, il règle les derniers détails. On se retrouve à 8h30. On se retrouve avec Cathy. Tout était prêt, mais de la même manière qu'elle gardait sa relation avec Tony Boushby secrète, Cathy n'a pas non plus parlé de ce rendez-vous à sa famille. C'était un vendredi. Généralement, on se regardait un film à la maison et on commandait à manger. Ça te dit du chinois? Elle m'a dit de ne rien commander, et je lui ai demandé pourquoi. Qu'est-ce qu'on va manger? Et elle m'a dit qu'elle allait chez une amie. Je lui ai donc dit, je te dépose. Je vais te déposer. Non, t'inquiète pas, je vais marcher. Alors je lui ai dit, je suis sûre que tu mens et que tu vas voir ton copain. Non. Et elle a dit, non, je ne vais pas voir mon copain. Je lui ai dit, je suis sûre que tu vas le voir. À plus. Bien qu'elle refuse de dire où elle va réellement, Cathy quitte la maison de Sabrina et retrouve Tony comme prévu. Désolée du retard. Sabrina n'a pas arrêté. Elle savait que j'allais te retrouver et elle voulait pas lâcher l'affaire. T'inquiète, allez, on y va. Je suis désolée. C'est bon. T'inquiète, viens, on va être en retard. Cathy et Tony se sont rendus au point de rencontre, mais à leur arrivée, aucun signe de l'ex-petite amie de Tony. Tu la vois?
Le couple a attendu dans la nuit froide de décembre, dans l'obscurité. Elle doit pas être loin. Sin. Je tombe sur son répondeur. Cathy? Le lendemain matin, au réveil, Cathy n'est pas dans sa chambre. Elle n'était pas dans son lit. Je suis descendue et je l'ai vue. Elle dormait dans le canapé. Cathy? Cathy? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit qu'en rentrant, elle avait travaillé sur son ordinateur. Et je suis passée à autre chose. En réalité, Cathy était restée discuter sur Facebook. Je suis tellement désolée, Cathy. Tu dois me détester. Au petit matin, la veille de Noël, Sin et Cathy ont échangé des messages dans lesquels Sin expliquait qu'elle n'était pas venue parce qu'elle s'était perdue. Je comprends pas, je suis arrivée après 11 heures. Mais elle est toujours très enthousiaste à l'idée de la voir et espère pouvoir le faire le 24 même. On peut se voir dans 2 semaines. Mais Cathy ne peut pas se libérer avant le Nouvel An. Entre-temps, elle a fêté Noël en famille. Nous avons passé un Noël tranquille. C'était très agréable. On a préparé un grand repas de Noël. On a passé un très bon moment. C'était un Noël sympa, on était entre nous. Le lendemain, le 25, Sabrina a prévu de passer sa soirée à Londres et Cathy a sauté sur l'occasion pour garder sa nièce et son neveu. Sabrina a pris des nouvelles, peu après 19h. Allô? J'ai demandé ce qu'ils faisaient. Elle a dit qu'ils étaient au lit. Et je lui ai dit, waouh, tu gères. J'ai jamais eu à m'inquiéter. Je ne m'inquiétais pas. Je savais qu'ils ne craignaient rien chez moi. Elle était en sécurité. Et je savais qu'elle n'irait nulle part. Ok, à plus. Salut. Mais après cela, Cathy n'a plus répondu au téléphone. Je n'ai pas réussi à la joindre, mais je savais que les enfants dormaient. Je sais qu'elle est à la maison. J'imagine qu'elle a mis ses écouteurs, ce qui n'était pas nouveau, et qu'elle ne m'entend peut-être pas. Et j'ai continué d'appeler. J'arrêtais pas de l'appeler et de laisser des messages. Cathy? Elle n'avait pas répondu, mais ce n'était pas la première fois que je n'arrivais pas à la joindre. Je ne me suis pas inquiétée outre mesure. J'avais appelé ma mère pour lui dire « Maman, je rentre à la première heure demain matin, mais passe à la maison pour vérifier que tout va bien. » La mère de Cathy travaillait ce soir-là, alors à la fin de son service, elle s'est rendue chez Sabrina. J'ai appelé et en arrivant à la porte, j'ai remarqué qu'il y avait une tache de sang dessus. J'ai entendu mes 2 petits-enfants crier « Mamie, mamie, Cathy est morte ». Je ne voulais pas les effrayer, alors j'ai gardé mon sang-froid et sans élever la voix, je leur ai dit de m'ouvrir. Ils ont dit que Cathy était allongée par terre, dans la cuisine. Cathy? Cathy? Quand je suis arrivée, elle était froide et j'ai compris qu'elle était morte. J'ai appelé le 18 et ils sont arrivés quelques minutes après. J'espérais au fond qu'ils me disent qu'elle allait bien, qu'ils allaient l'emmener à l'hôpital, mais ils se sont tournés vers moi et m'ont dit qu'ils étaient désolés, que c'était trop tard. C'est là que j'ai compris. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Cathy a été sauvagement poignardée à 23 reprises. Un fait effrayant s'est immédiatement imposé. Cathy devait connaître son meurtrier. Le 26 décembre 2011, Cathy Briscoe, 19 ans, gardait sa nièce et son neveu à Borehamwood, dans le Hertfordshire.
Lorsque sa mère est passée le lendemain matin, elle a trouvé le corps de sa fille dans la cuisine. Elle a reçu 23 coups de couteau. J'espérais toujours qu'ils me disent qu'ils s'étaient trompés. Je n'arrivais pas à croire que c'était ma fille chérie qui avait été tuée comme ça. Ils avaient beau me dire qu'elle avait été assassinée, je n'arrivais pas à assimiler. Je ne voyais pas qui aurait pu vouloir faire du mal à ma sœur. Mais la maison, devenue une scène de crime, a tout de suite révélé des indices sur les derniers instants de Katie et son meurtrier. Il n'y avait pas eu d'effraction, il n'y avait pas non plus de signes de lutte, d'agression ou d'attaque à la porte d'entrée ou à proximité. La personne que Katie avait laissée entrer dans la maison l'avait donc suivie depuis la porte d'entrée, à travers le salon, jusqu'à la cuisine où l'agression a eu lieu. C'est comme ça qu'on a compris qu'il s'agissait de quelqu'un que Katie connaissait. Katie avait semble-t-il accueilli son assassin, et la police a rapidement compris ce qu'il s'était passé après qu'elle l'ait invité à entrer. Katie a fait l'objet d'une attaque féroce et sans merci de la part de son agresseur. Elle a reçu de multiples coups de couteau, et pour être honnête, c'est une image que je n'oublierai jamais. La police scientifique est sur place. Le téléphone et l'ordinateur de Katie vont être analysés. Les caméras de surveillance sont passées au crible, et sa mère et sa sœur sont interrogées pour savoir si elles soupçonnent quelqu'un. Je ne voyais pas quelqu'un venir lui faire du mal délibérément. Pour moi, c'était comme un raz-de-marée. Fallait vraiment ne pas aimer la personne pour faire un truc pareil. En discutant avec la famille de Katie, nous avons appris qu'elle avait un petit ami, bien qu'elle n'était pas en mesure de nous dire grand-chose sur son identité. Les amis de Katie avec lesquels nous nous sommes entretenus nous ont permis d'établir que Katie était en couple avec Tony Boushby. Le couple avait tout fait pour garder leur relation secrète, mais la police avait désormais une piste à explorer. Tony Boushby n'était pas connu des services de police et il n'avait pas de casier judiciaire. Mais nous avons réussi à trouver son adresse. Des agents se sont rendus au domicile du jeune homme pour lui parler. Bonjour, Tony Boushby habite-t-il ici? La première fois que nous sommes allés chez Tony Boushby, il n'était pas chez lui. Pourquoi? Il va bien? Bien entendu, nous lui avons demandé si elle savait ce qu'il avait fait la nuit précédente. Et il est ressorti. Elle leur a dit que Tony était sorti le 26 au soir et qu'il était revenu vers 20h30 pour récupérer sa pièce d'identité. À plus. Salut. Pour pouvoir aller au pub. Et qu'il était rentré vers 22h. Détail intéressant, elle nous a dit que quand il est rentré, il était d'humeur massacrante. Qu'est-ce qui va pas? Lâche-moi. Merci madame. Merci beaucoup. Comme les agents n'ont pas pu interroger Tony Boushby, ils sont revenus quelques heures plus tard, et cette fois, il était bien chez lui. Vous êtes Tony Boushby? Oui. Je lui ai dit que je voulais lui parler de Katie. Pouvons-nous entrer? On nous a dit que tu étais en couple avec elle, et il a répondu sur la défensive que non, il n'était pas avec elle. Non. Je me suis dit qu'un jeune homme de 18 ans n'aime peut-être pas parler de ses copines devant sa mère, donc je lui ai demandé de venir au poste pour qu'on puisse parler en privé. Merci. Dans la voiture, Tony a confirmé qu'il connaissait Katie et qu'il lui avait parlé la veille au téléphone en se rendant au supermarché et qu'elle faisait du babysitting. Il a dit être rentré chez lui vers 8h30, mais ce n'était pas ce que sa mère nous avait dit. Nous avions donc une fenêtre de 90 minutes, pendant laquelle nous ne pouvions pas déterminer avec certitude où se trouvait Tony Boushby. Il semblait que Tony Boushby avait quelque chose à cacher. Sur la route, à aucun moment il nous a demandé pourquoi nous étions là, ce qui était arrivé à Katie, ou ce que nous voulions savoir à son sujet. Son comportement dans la voiture a troublé les deux policiers. À ce stade, tous les éléments de l'enquête, le fait que Tony Boushby et Katie soient en couple, que l'assassin ait sciemment été invité à entrer dans la maison, mais aussi le fait que la mère ait donné une version qui ne concordait pas avec celle de Tony, nous ont convaincus qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre.
dans le meurtre de Katie. Le 27 décembre 2011, au commissariat de Hatfield, Tony Bushby est arrêté pour le meurtre de Katie. Une fois Tony Bushby placé en garde à vue, ses vêtements ont été saisis et un examen médico-légal a été effectué sur lui. En parallèle, sa maison a été mise sous scellé afin de trouver des indices. Le lendemain matin, Tony Bushby a dit qu'il voulait parler à un officier. Il a fait une déclaration importante. Il m'a dit qu'il nous avait menti la veille et qu'il avait rendu service à un ami. Le genre qui attire des ennuis? Le service qu'il a rendu lui vaudrait des ennuis. Puis il a demandé à parler à un avocat avant de nous dire quoi que ce soit d'autre. La question était, quel était ce secret, et qui protégeait-il? Plus tard dans la journée du 28 décembre 2011, dans une déclaration qu'il a rédigée, Tony Bushby confirme officiellement ce qu'il avait avoué dans sa cellule. Je confirme catégoriquement par la présente que je n'ai absolument aucune connaissance ou conscience d'un tel meurtre. Tony Bushby affirma que bien qu'il ne soit pas lié au meurtre de Katie, il avait bien fait quelque chose d'illégal, le soir du 26 décembre 2011. Je n'ai rien à ajouter. Tout au long du reste de la journée, il a refusé d'en dire plus. Cependant, à 10h30 ce soir-là, il a demandé à parler à la police. Je veux vous raconter ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là. Tony Bushby semblait prêt à raconter ce qu'il avait fait le soir où Katie a été tuée. Tony Bushby a déclaré que son ami Dan Tress l'avait contacté le jour de Noël via un message sur Facebook. Dan Tress était non seulement un ami de Tony Bushby, mais aussi un ami virtuel de Katie avec qui il échangeait régulièrement des messages. T'es la Katie qui sort avec Tony? Oui, Je m'appelle Dan. Il t'a pas parlé de moi? Mais ce 25 décembre, c'est à Tony Bushby qu'il a parlé sur Facebook. On peut se voir? J'ai un service à te demander. Oui, pas de problème. Il a déclaré que le 26 décembre, Dan Tress était venu le chercher vers 19h30. Il a dit à sa mère qu'il allait au pub avec un autre ami, car Tress n'avait pas bonne réputation. Il ne voulait pas que sa mère s'inquiète. Dans la voiture, Dan Tress est fidèle à lui-même. Il m'a dit que je devais récupérer de la drogue pour lui. Tony Bushby a dit qu'il avait hésité, mais comme Dan Tress avait toujours été là pour lui dans le passé, il était prêt à prendre le risque de récupérer la drogue pour lui. Dan Tress a déclaré qu'ils avaient un peu de temps devant eux avant d'aller chercher la marchandise. Ils ont donc discuté de ce qu'ils avaient fait à Noël. Au bout d'un moment, Dan Tress a orienté la conversation sur Katie et a demandé si Tony Bushby lui avait parlé ou appelé récemment. Dan Tress a suggéré à Tony Bushby d'appeler sa petite amie. Tony Bushby a déclaré qu'il était ensuite sorti de la voiture pour appeler Katie, avec qui il a échangé quelques banalités. Dis-lui bonjour de ma part. C'est à ce moment-là qu'elle lui a dit qu'elle faisait du babysitting. Du babysitting? Il a expliqué aux inspecteurs que Dan Tress semblait particulièrement intéressé par le fait que Katie faisait du babysitting seule chez sa sœur. Puis, Tony Bushby a expliqué que Dan Tress avait proposé d'aller boire un verre. Ils avaient encore le temps. Tony dit qu'il n'a pas sa carte d'identité, alors ils sont retournés chez lui, et il est entré pour la récupérer. Mais Tony Bushby n'est jamais allé au pub. En fin de compte, il n'avait plus assez de temps pour aller boire un verre, et Dan Tress l'a conduit à l'endroit où la transaction devait avoir lieu. Il a déclaré qu'ils avaient roulé sur de la pelouse. Dan Tress lui a montré où se trouvait le banc. Attends ici, je serai de retour dans une heure. Tress lui a dit d'attendre là, qu'un homme viendrait lui donner la marchandise et qu'il serait de retour dans une heure. Dan Tress ne lui dit pas où il va, et Tony attend sur le banc du parc. Je me suis assis et 20 minutes se sont écoulées. Je suis resté sur le banc avec le paquet sur les genoux pendant encore 20 minutes, puis Dan est réapparu. Pas trop mal. C'est ça, hein? Oui, viens. Dan Tress est ensuite venu le chercher, et ils sont remontés dans sa voiture. En montant dans la voiture, après 40 minutes à attendre dehors dans le froid, son ami Dan Tress semble reconnaissant.
Tony Bushby a déclaré que Dan Tress avait vu qu'il avait froid aux mains et qu'il lui a tendu une paire de gants. Tiens. Merci. Mais les gants étaient humides à l'intérieur, alors il les a retirés. Lorsqu'il a vu ses mains, il s'est rendu compte qu'elles étaient couvertes de sang. Tony a dit aux inspecteurs que les gants de Dan Tress étaient imbibés de sang. Choqué par tout ce sang, il a jeté les gants sur le sol de la voiture. C'est quoi ça? Tress n'a pas répondu, il s'est contenté de regarder droit devant et de le reconduire chez lui. Dan Tress est reparti, et Tony Bushby, les mains encore ensanglantées, est rentré chez lui en courant. La ferme. Lâche-moi. Il est monté directement à l'étage et s'est lavé les mains dans l'évier de la salle de bain. Tony Bushby se rend compte qu'il a couvert sans le savoir le meurtre de sa petite amie. Tony Bushby a déclaré que depuis son arrestation, il avait réfléchi à ce qu'il s'était passé le soir du 26 décembre. Et il soupçonnait Dan Tress d'être responsable de ce qui était arrivé à Cathy. Se pouvait-il que Dan Tress ait tué Cathy? La police était convaincue que Cathy connaissait son meurtrier, et il s'avérait que Cathy et Dan Tress, qui étaient amis sur Facebook depuis 6 mois, s'étaient déjà rencontrés. Tony Bushby a dit que Dan Tress avait rencontré Cathy une fois, grâce à sa photo de profil sur Facebook, il l'avait reconnue dans les rues de Boramoud. Il est donc allé la voir pour se présenter. La police devait retrouver Dan Tress. Le matin du 29, j'ai clairement indiqué à l'équipe d'enquêteurs que retrouver Dan Tress était une priorité absolue. Les seules informations dont nous disposions sur Dan Tress provenaient de son profil Facebook. Il était âgé de 19 ans et venait de Londres. Nous avons donc essayé de l'identifier en cherchant dans différentes bases de données, dont le registre des électeurs. Et nous cherchions la moindre trace d'une personne, du nom de Dan Tress. Tony Bushby a donné autant d'informations possibles sur son ami, pour aider la police à le retrouver. Il a décrit sa voiture comme étant une Golf verte, mais il ne connaissait pas sa plaque d'immatriculation. Il a également raconté qu'il a connu Dan Tress grâce à une passion commune, le karaté, ce qui nous a donné d'autres pistes d'investigation. La chasse à l'homme était lancée. Malgré le peu d'informations que Tony Bushby nous avait données, nous avions encore quelques pistes à explorer autour des noms qu'il nous avait donnés. La voiture de Dan Tress, ainsi que leur rencontre dans un club de karaté. Bonsoir. Nous avons vérifié toutes les bases de données possibles, il n'existait aucun Dan Tress vivant au Royaume-Uni. Les inspecteurs se sont rendus compte que l'assassin devait se trouver sous leurs yeux. Il s'est avéré que Dan Tress n'existait pas et qu'il avait été inventé de toutes pièces par Tony Bushby. La fausse piste de Dan Tress s'évanouit, tout comme le tissu de mensonges que Tony Bushby avait tenté d'utiliser pour dissimuler l'horrible vérité. La police le croit coupable du meurtre de Cathy Briscoe. Désormais, tout semble plus clair. Les 4 profils Facebook de Dan Tress, Shane Plone, Sean Darwin et Crystal Stangward ont tous été créés depuis l'ordinateur de Tony Bushby et gérés à partir de son adresse email. En réalité, ces 4 amis étaient complètement fictifs. Des personnages inventés dans sa chambre, dans le seul but de manipuler Cathy Briscoe. Mais je suis convaincu que ces 4 profils Facebook ont été créés avec l'intention d'attirer Cathy dans son monde imaginaire et lui permettre ainsi de se préparer tranquillement à commettre ce crime tout à fait innommable et absolument infâme. Cette révélation a placé les événements qui ont précédé le meurtre de Cathy sous un nouveau jour, et notamment la soirée du 23 décembre. Sean Darwin et Cathy s'étaient donné rendez-vous dans un endroit isolé. Mais Sean Darwin n'existait pas.
Je ne connais pas du tout Boramoud, donc c'est probablement plus facile si Tony, tu montres à Cathy où c'est, et je vous retrouverai là-bas. Cette rencontre avait été orchestrée et planifiée par Tony Bushby. Et quand on voit qu'il cherche à attirer Cathy dans un lieu rural isolé en pleine nuit, j'ai l'intime conviction qu'il comptait la tuer ce soir-là. En lui mentionnant que sa sœur avait deviné qu'elle sortait pour le retrouver, ce soir-là, elle échappe in extremis à Tony Bushby. Lâche comme il est. Il savait que ce soir-là, il ne pouvait pas la tuer. La peur de se faire attraper aura offert à Cathy un dernier Noël en famille. Elle savait que j'allais te retrouver, et elle n'a pas voulu lâcher l'affaire. J'y suis désolée. T'inquiète. Mais il était évident que Tony Bushby restait déterminé à tuer sa petite amie. Nous avons également pu retrouver sur l'ordinateur de Tony Bushby certaines recherches qu'il avait effectuées dans les jours et les semaines précédant le meurtre de Cathy. Nous savons qu'il a fait des recherches sur la manière de se débarrasser d'un corps, de le brûler ou de creuser une tombe. Le meurtre brutal de Cathy a été prémédité. Et le mobile de ce projet révélera un fantasme d'une perversité sans égale. Le 26 décembre 2011, Cathy Briscoe, 19 ans, a été assassinée alors qu'elle faisait du babysitting. Son petit ami a été arrêté, mais il a affirmé que c'était Dan Tress, un ami de Cathy sur Facebook, qui l'avait tuée. J'espère me tromper, mais j'en suis arrivé à une horrible conclusion. Et je soupçonne Dan d'être lié à toute cette histoire. La police a découvert que Dan Tress et 3 autres amis que Bushby avait présentés à Cathy en ligne n'étaient que le fruit de son imagination perverse. Tony Bushby avait tué Cathy. Nous avons récupéré des images de vidéosurveillance de la matinée du 27 décembre. Sur ces images, on voit Tony Bushby marcher le long de la route, muni d'un grand sac poubelle noir. Je suis convaincu que ce sac poubelle noir contenait tous les vêtements que Bushby portait lorsqu'il a tué Cathy, ainsi que l'arme du crime elle-même. Mais malgré les efforts considérables déployés pour retrouver ce sac poubelle, nous n'y sommes malheureusement jamais parvenus. Bien qu'il nie, le tissu de mensonges de Tony Bushby s'effiloche rapidement. Les médecins légistes ont retrouvé du sang sur la porte d'entrée du domicile de Tony Bushby. Celui qui avait laissé cette trace avait du sang sur les mains. Les résultats du laboratoire indiquaient que le sang retrouvé sur la porte d'entrée de Tony Bushby était bien celui de Cathy Briscoe. Et c'est à ce moment précis que nous avons eu les preuves suffisantes et nécessaires pour pouvoir l'inculper en bonne et due forme. 4 jours après le meurtre de Cathy, le 30 décembre 2011, Tony Bushby a été mis en cause et placé en détention provisoire. Le 5 juillet 2012, le procès s'est ouvert au tribunal de St Albans Crown. Tony Bushby a plaidé non coupable. Nous pouvions démontrer formellement que tout ce qu'il avançait pour sa défense était un mensonge, mais malgré tout, il s'est accroché à sa version des faits. Il a dit qu'il voudrait faire du mal à Cathy. Je suis d'accord, pourtant c'est ce qu'il a fait. L'accusation a révélé un meurtre abominable, calculé et prémédité. Après l'échec de la tentative de meurtre le 23 décembre 2011, Tony Bushby n'a pas perdu de temps pour mettre en place son plan B. Cathy, faut que je te parle. Viens, on se voit le 26. Je peux t'appeler ? En fait, ils se sont mis d'accord pour s'appeler vers 20h le 26 décembre. Après avoir appelé Cathy dans la soirée du 26 décembre 2011, il est rentré chez lui à 8h30, comme sa mère l'avait indiqué. Mais il n'était pas là pour sa pièce d'identité. Nous pensons qu'il est rentré chez lui vers 20h30 pour prendre un couteau, celui avec lequel il l'a attaqué alors qu'elle était seule à la maison. Puis il a quitté son domicile.
Nous savons qu'ils se sont brièvement appelés peu après 21 heures. Je pense que Tony Bushby l'a appelé pour s'assurer que Cathy était bien seule et que la voie était libre. Une fois à l'intérieur, il a profité du fait qu'elle soit seule pour l'attaquer. Nous savons ensuite qu'il est rentré chez lui vers 22 heures et que d'après sa mère, il était d'humeur massacrante. Une fois rentré chez lui, il a cherché sur Internet comment supprimer un profil Facebook, sans succès. Il a donc archivé tous les messages échangés entre lui et Cathy. Le lendemain matin, il s'est débarrassé des vêtements et de l'arme. La réalité insoutenable de ce que Tony Bushby avait fait à Cathy était indéniable. Pendant plus de 6 mois, il a manipulé la jeune femme de 19 ans et l'a convaincue de garder leur relation secrète pour que rien ne puisse les relier, une fois qu'il aurait commis son crime monstrueux. Mais un mystère demeure. Le mobile du meurtre. Depuis le début, je suis convaincu que ce crime était guidé par des motivations sexuelles. Même s'il a été établi que Cathy n'avait pas été agressée sexuellement. Il est bien connu que certaines personnes éprouvent une forme de plaisir en infligeant des blessures graves. Le juge a d'ailleurs confirmé dans son jugement qu'il était absolument convaincu qu'il s'agissait là d'un crime orienté par des motivations purement sexuelles. L'activité en ligne de Tony Bushby, immédiatement avant et après le meurtre du 26 décembre, a confirmé cette théorie. Tony Bushby avait visionné et recherché des vidéos pornographiques avant de commettre le crime. Ce qui est troublant, c'est qu'en même temps qu'il cherchait et visionnait ces vidéos, il consultait le profil Facebook de Cathy et lui envoyait des messages. Les sites web ne parlaient que de filles noires soumises et de viols forcés. J'étais sous le choc. Quand il est rentré chez lui après avoir brutalement tué Cathy, Tony a regardé un très grand nombre de vidéos pornographiques dans l'heure, ou les 2 heures qui ont suivi son retour chez lui, après sa visite macabre chez la sœur de Cathy. La façon dont Cathy a été attaquée, ainsi que les heures auxquelles Tony Bushby a regardé ces scènes de viol, suggèrent que l'assassin de Cathy n'avait pas que le meurtre en tête. J'ai appelé plusieurs fois sur le fixe et j'ai laissé des messages. Je sais que ma voix a résonné dans toute la maison. Cathy, tu pourrais décrocher. Le mobile était sûrement d'ordre sexuel. Et je remercie Dieu tous les jours. Cette chose qu'il aurait pu faire à ma sœur n'est jamais arrivée. Le 24 juillet 2012, Tony Bushby a été reconnu coupable du meurtre de Cathy Briscoe. Il a été condamné à une peine à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 25 ans. Il n'a aucun remords. Et il a pris la vie d'une personne d'une extrême gentillesse. Pourquoi? Je le méprise profondément. Depuis sa prison, en 2013, Tony Bushby a demandé à voir la police pour avouer son crime et s'excuser auprès de la famille de Cathy. Mais lorsque la police l'interroge, il semble que le meurtrier joue une fois de plus à des jeux tordus. Il n'a fourni aucune information sur le comment ou le pourquoi. Et il a carrément suggéré qu'il n'était pas conscient au moment où le crime a été commis. C'est minable de dire que vous voulez que la famille sache que vous éprouvez des remords sans leur donner les réponses qu'ils attendent. Peut-il nous la rendre? Reviendra-t-elle un jour? Alors pourquoi devrions-nous lui pardonner? Tony Bushby est un individu très dangereux. Et je suis convaincu que tout le monde est bien plus en sécurité depuis qu'il est derrière les barreaux. Ça ne fait absolument aucun doute.
Alors que Bushby risque de passer la majeure partie de sa vie en prison, la famille de Katie doit faire face à son absence au quotidien. Je ne le comprendrai jamais, mais en même temps, il n'y a pas le choix. Et j'ai appris à être forte. Parfois, j'ai l'impression de dormir depuis 2 ans. J'aimerais que quelqu'un me réveille et me dise que c'était un cauchemar. Je lui serais si reconnaissant, car je ne peux pas accepter le fait qu'elle m'ait été enlevée pour toujours.